La rédaction vous présente ici son dossier audio Magnétisme, lu par Sandrine Lara. Réalisation audio par Sébastien Lacheret, accompagné de l'édito du rédacteur en chef, Sébastien Lilly. Bon voyage et belle découverte à vous. J'avais 20 ans la première fois que je suis allé voir un magnétiseur. J'ai monté les marches menant à son cabinet éphémère, sous les toits de Paris. Nous nous sommes salués. Et avant même qu'il ne pose ses premières questions, avant même que je m'allonge, avant même le premier mouvement de ses mains au-dessus de moi, j'ai senti que la consultation avait déjà démarré. Ses yeux traversaient mon corps, une connexion s'établissait. Pour cette occasion, je ne m'exposais pas à lui avec une maladie particulière, j'étais là de manière préventive, par curiosité aussi. Mais l'homme a deviné immédiatement un petit problème de santé que je cachais, malgré tout. Alors il a commencé ses passes énergétiques assez palpables. La séance s'est terminée, et un jour plus tard, cette pathologie avait complètement disparu. Plus que cela, je me sentais régénéré, mais aussi rempli de questions. A-t-il activé mes ressources de guérison ? Ou est-il doué de capacités extraordinaires ? Sans doute les deux, comment savoir ? Le magnétisme cache bien des mystères. Mais depuis cette expérience, je l'ai ancré comme une pratique de précaution, d'anticipation et de mieux-être complémentaire à la médecine. Car malgré les avancées scientifiques, sa compréhension reste partielle. Dans ce dossier, nous verrons comment cette énergie opère au-delà des distances, parfois en accomplissant de véritables miracles. Comment concevoir alors ce fluide invisible qui transcende les simples champs électromagnétiques ? Comment percevoir cette pratique séculaire qui se retrouve aujourd'hui intégrée à de nombreuses approches de soins ? Qui sont les guérisseurs et les sorcières de notre temps ? Et peut-on les solliciter pour nos amis les animaux ? Ce trimestre, Inexploré vous invite à la rencontre de passeurs souvent guidés par l'ouverture de cœur. Un monde face auquel il faut néanmoins porter un discernement crucial pour naviguer en confiance. Que cet automne soit une nouvelle source d'inspiration pour chacune et chacun d'entre vous. Magnétisme. Force invisible, mais omniprésente, dont on ne connaît pas bien l'origine. Le magnétisme fascine depuis des siècles par son pouvoir d'attraction et d'influence sur les objets et les êtres vivants. Il ne s'agit pas seulement d'un phénomène physique, mais aussi d'une pratique ancestrale utilisée en thérapie énergétique pour rééquilibrer le corps et l'esprit. Cette discipline, en plein renouveau, interroge sur ses mécanismes et ses bienfaits, entre science et spiritualité, et sur son accessibilité à tous. Imposer les mains au fil du temps. Le magnétisme fascine depuis des millénaires. Comment expliquer sa résurgence actuelle ? L'histoire de cette méthode d'imposition des mains pourrait-elle offrir des réponses aux défis contemporains en matière de santé et de bien-être ? Par Catherine Maillard. Il semblerait que les magnétiseurs existent depuis la nuit des temps. En retracer l'histoire et l'évolution jusqu'à nos jours permet de mieux cerner les contours d'une méthode qui suscite aujourd'hui encore bien des questionnements. Alors que les courants de pensée actuels ont établi scientifiquement des liens entre le corps et l'esprit, reste que le terme même de magnétiseur est auréolé de mystère. Mais alors, d'où nous vient cette pratique dite ancestrale ? Un don de droit divin ? Commun à nombre de cultures, le magnétisme serait apparu pour l'une des premières fois de l'histoire dans le papyrus d'Ibers, découvert à Luxor en Égypte et datant de 1550 avant Jésus-Christ. Il a été rédigé sous le règne d'Amenhotep Ier. Il est l'un des plus anciens documents médicaux connus et comprend des centaines de remèdes et incantations traitant diverses maladies et blessures. On y voit les prêtres qui imposent leurs mains pour soulager et guérir, détaille Florian Lucas, magnétiseur et passionné d'histoire. Bien que le concept d'imposition des mains pour favoriser la guérison ne soit pas documenté, l'idée que les mains puissent canaliser l'énergie n'est pas étrangère aux pratiques spirituelles et médicales de l'époque. Pour les Égyptiens, le soleil était créateur de vie, la lumière, source de guérison. Ils croyaient en l'énergie vitale transmise par le toucher
et en diverses pratiques spirituelles. Étrangement, le magnétisme est un phénomène décrypté entre les lignes, dans l'histoire de civilisations antiques, mais aussi dans la vie de personnages religieux, comme Jésus, qui soignait et apaisait grâce à ses mains. De nombreux passages de la Bible en rapportent les miracles. Les évangiles selon Matthieu, Luc ou Jean en témoignent, mais l'un des passages les plus connus est Marc chapitre 6, verset 5, où il est dit que Jésus ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Ce verset montre l'association directe entre l'imposition des mains et la guérison miraculeuse. Est-ce là une manifestation physique d'un don spirituel ? Dans l'Antiquité romaine, les empereurs étaient souvent entourés d'une aura de divinité, renforcée par des récits de guérison miraculeuse. Vespasien, 979 après Jésus-Christ, et Hadrien, 76-138 après Jésus-Christ, avaient la réputation de guérir les malades en les touchant, signale Christophe Limérac, magnétiseur. Et ce don allait même parfois de pair avec la fonction royale, comme le démontre l'histoire. Au Moyen-Âge, les rois de France se soumettaient au toucher royal des écrouelles avant d'être intronisés. Cette pratique consistait à guérir avec les mains, pour ainsi prouver son pouvoir divin et gagner la confiance du peuple. Le roi te touche et Dieu te guérit, ajoute Florian Lucas. Si à l'origine ce don de droit divin était réservé aux rois, aux prêtres et plus largement aux religieux, une autre forme, plus populaire cette fois, se pratiquait dans les milieux ruraux. Il se transmettait par filiation de père en fils le plus souvent. Le magnétiseur du village était un paysan, habitué à vivre en harmonie avec la nature, précise Christophe Limérac. Les toucheurs, comme on les appelait, étaient rabelais, dotés de grosses mains et travaillaient avec leur force vitale. Cette pratique, qui a perduré au-delà des époques et a survécu à l'Inquisition, reposait principalement sur le troc. Ce médecin des campagnes était payé en nourriture, en vin, etc. Les pionniers de la santé. La pratique du magnétisme va évoluer et trouver peu à peu sa place dans le secteur de la santé. Ainsi, s'il doit y avoir un nom qui légitime cette méthode à la fin du Moyen-Âge, c'est au chirurgien et philosophe Paracels, 1493-1541, que Christophe Limérac fait référence sans hésiter. Il a été le premier à émettre l'hypothèse d'une énergie curative entourant le corps humain sans en comprendre alors tous les ressorts. Mais en reconnaissant l'importance de l'équilibre énergétique dans le processus de guérison, sa vision holistique de la médecine a jeté les bases de nombreuses pratiques intégratives. Ainsi, dès la Renaissance, il ajoutait l'imposition des mains à ses pratiques alchimiques, proposant une approche naturelle, intuitive, spirituelle du magnétisme, fondée néanmoins sur une observation clinique. Il faudra cependant attendre 1759 pour qu'un médecin allemand, Franz Anton Mesmer, théorise cette pratique et la diffuse dans toute l'Europe, surtout en Angleterre. Ce dernier va développer les premières intuitions de Paracels dans son précis historique des faits relatifs au magnétisme animal et énoncer une théorie selon laquelle la santé dépendrait de la bonne circulation du fluide vital. En d'autres termes, précise Christophe Limérac, la maladie, loin d'être une punition divine, s'installerait lorsque ledit circuit est perturbé. Ce fluide vital n'est donc pas seulement la source de nos problèmes, il en est aussi l'antidote. Une pensée émerge alors. Chacun de nous posséderait le pouvoir de guérir les autres. On parle d'un magnétisme animal. Mesmer considérait que ce fluide pouvait être influencé par les forces magnétiques naturelles et par l'intervention humaine. Le médecin entre alors dans la légende en mettant au point le système du baquet, un dispositif conçu pour canaliser et distribuer ce fluide vital aux patients grâce à un grand récipient rempli d'eau, de ferraille et de verre, entouré de tiges métalliques que les patients pouvaient tenir. Mesmer affirmait que le baquet pouvait magnétiser l'eau et par extension, les individus
assis autour. Mais cette attraction très prisée des dîners mondains lui vaudra les foudres de l'Académie de médecine. Pour Christophe Limérac, ces découvertes ont fait évoluer un magnétisme à l'origine basé sur un don détenu par les rois et les religieux ou sur un principe de filiation dans le monde rural vers une théorie plus académique. Sommes-nous tous magnétiseurs ? Le magnétisme poursuit son évolution au fil du temps avec l'émergence d'un courant initié par l'un des élèves les plus remarquables de Mesmer, le marquis de Puységur, 1750-1825. Celui-ci va ajouter au passe du magnétiseur l'implication du patient, explique Florian Lucas. Puységur a en effet observé que certains patients, lorsqu'ils étaient magnétisés, entraient dans un état de conscience altéré où ils devenaient réceptifs aux suggestions. Il a donc mis l'accent sur l'implication active du patient dans le processus de guérison, puisqu'il était convaincu que cet état de somnambulisme permettait d'accéder à ses propres ressources internes pour faciliter la guérison. Ces incointances avec la partie mystique de la franc-maçonnerie lyonnaise contribueront sans doute au mystère qui entoure cette branche du magnétisme et à son oubli. Sans compter qu'en 1842, l'Académie de médecine exclura cette pratique de la sphère scientifique. Mais l'époque qui suit est riche en avancées. Les notions de polarité positive et négative associées au magnétisme vont coïncider avec la découverte de l'électricité. Véritable précurseur, l'occultiste français Hector d'Urville, 1849-1923, va créer la première association pour la démocratisation du magnétisme, nommée la Société magnétique de France, ainsi qu'une école. Issu d'une famille de médecins renommés, il défendra le principe selon lequel nous avons tous en nous le potentiel d'utiliser notre magnétisme. Mais la pratique repose sur une forme de science et demande un apprentissage, commente Florian Lucas. La popularisation de la pratique, ainsi que la théorie selon laquelle nous possédons tous du magnétisme, vont mettre fin au monopole du don et contribuer à sa démocratisation, même si la reconnaissance scientifique tant espérée se fait toujours attendre. Aujourd'hui, une époque holistique. Malgré le travail de confréries comme le GNOMA ou du syndicat SNAMAP, qui ont pour objet de fédérer et légitimer la pratique du magnétisme, selon le souhait du cofondateur Charles de Saint-Savin, qui prônait une collaboration entre les guérisseurs et les médecins, et en dépit des évolutions que rencontre la pratique de la médecine elle-même, les relations tissées avec les magnétiseurs restent complexes. Estampillé alternatif, le magnétisme est toléré, mais on y fait appel en dernier recours, en particulier pour les zonas ou des douleurs chroniques résistant à tout traitement conventionnel, ou dans les services oncologiques, comme en témoigne Christophe Limérac. Le milieu médical peut y faire appel en accompagnement pour soulager les brûlures de la radiothérapie. Certains peuvent même fournir une liste de praticiens. Au registre des évolutions notables, on peut noter la naissance de l'Institut Raphaël, maison de l'après-cancer, ouvert en 2018, qui propose le magnétisme et d'autres disciplines complémentaires dans le cadre d'une approche intégrative. L'un des pionniers de la naturopathie, Daniel Kieffer, décédé quelques jours après notre entretien avec lui, en précise les enjeux. Là, y sont associés médecins et praticiens de différents horizons, avec pour mission de passer d'une médecine centrée sur la maladie et prescriptive à une médecine centrée sur l'individu et son projet de vie, plus intégrative. Toutefois, ces initiatives restent anecdotiques, tandis qu'en Grande-Bretagne, par exemple, le patient peut y avoir accès. Dans le service public, d'autres formes de soins alternatives sont autorisées sur demande du patient. C'est également le cas en Irlande et en Allemagne, nous informe le regretté Daniel Kieffer. À l'heure actuelle, une vision holistique de la santé, empreinte d'une volonté de ne plus dissocier le corps et l'esprit, redessine les contours du magnétisme. Selon Christophe Limérac, le New Age, ce courant spirituel occidental du XXe siècle,
a opéré une véritable révolution dans le domaine de l'énergétique et de nombreuses pratiques s'inspirent des principes du magnétisme, s'inscrivant dans un courant dit du magnétisme humaniste moderne. Dans cette version, la spiritualité est chevillée au corps avec des promesses de régénération, de libération et de guérison. Des pratiques ancestrales connaissent un renouveau, comme le Reiki, de tradition japonaise. En parallèle, les approches évoluent. Si l'imposition des mains reste la méthode classique, les séances à distance se sont multipliées. Pour Christophe Limérac, la prudence est de mise. Si le magnétisme n'est pas une science exacte, elle est soumise à certaines règles. Et plus encore pour les soins à distance. Le praticien en rappelle les fondements. Autrefois, le magnétiseur chargeait de l'eau ou un coton qu'on appliquait au malade, ou bien il travaillait à partir d'un témoin énergétique de la personne, ongles, cheveux, vêtements, photos argentiques. Cela afin d'amplifier le lien dans l'invisible entre le guérisseur et le praticien. Mais les facteurs de guérison restent encore profondément énigmatiques. Alors Daniel Kieffer en appelle-t-il au discernement? Attention à certains magnétiseurs, à des cursus parfois fantaisistes, sans déontologie. Sans formation, le risque est également celui d'éloigner le patient d'un parcours médical qui pourrait s'avérer nécessaire. La consultation d'un professionnel de santé reconnu est un prérequis indispensable à tout diagnostic pathologique. Ainsi, certaines méthodes malencontreuses pourraient contribuer à jeter le discrédit sur une pratique qui a pourtant fait ses preuves. Si ce monde est en perpétuelle évolution, chaque cycle nous offre sa vision, reflétant à la fois les innovations de la science et notre profond besoin de tradition. Le magnétisme n'échappe pas à la règle. En redécouvrir les racines va sans nul doute nous permettre de bénéficier de ses vertus pour répondre aux enjeux de santé encore si importants à notre époque. Confession d'une sorcière. Un choc émotionnel révèle à Magali Lemonnier l'envers du monde. Un magnétiseur la met face à des perceptions inconnues et l'éveille à son don. Comment se définir? Énergéticienne? Magnétiseuse? Et pourquoi pas sorcière? Dialogue spontané dans la foulée de son livre Confession. Propos recueillis par Karine Anselme. Comment est né ce livre à deux voix où vous vous livrez à un consultant sceptique rendu curieux par l'efficacité de vos soins? Au départ, l'objectif n'était pas d'écrire un livre. Ça m'aurait tétanisé. Mais j'ai été piquée au vif par les questions de Daniel Beltrami, avec qui nous avons échangé sur mes pratiques de magnétiseuse. Je râlais à propos des livres ésotériques qui n'expliquent pas le pourquoi du comment. Soit on trouve des ouvrages de chamans ou de magnétiseurs plutôt didactiques à destination des initiés, soit, si c'est pour le grand public, on évoque le sujet de manière mystérieuse et on reste en surface. C'est là que Daniel m'a dit « Écris-le ». J'ai eu envie de raconter comment je ressens ce qui me traverse, de quelle manière j'appréhende ce nouveau monde, très nouveau pour moi aussi, autant que soudain. Vous pointez un choc émotionnel, la perte de votre père comme percée vers vos perceptions. Les épreuves de vie ouvrent-elles à d'autres dimensions? En tout cas, ce cap a été déterminant. C'est étonnant, mais je relie cette renaissance au décès de mon père. J'ai pensé que sa mort allait me dévaster. Or, elle m'a ancrée. C'est comme si, en un instant, j'avais récupéré toute la confiance qu'il m'avait témoignée durant 42 ans, qu'il me disait « Vas-y, ma fille ». Il m'a ouvert la porte, en m'invitant à regarder de ce côté-là, parce que je pense que ce magnétisme, ces ressentis, je les ai toujours freinés. Au lieu de plonger dans la tristesse, ça a donc été une ouverture, une permission. Par la suite, vos sensations se révèlent et se décuplent au fil de séances chez un magnétiseur. Il perçoit votre don, mais il ne vous forme pas. Je n'aurais jamais supporté qu'il me dise « Voilà ma méthode, il faut faire ceci, comme ça ».
Je serais partie en courant. Il m'a juste dit de me faire confiance, de ne pas douter, de mettre les mains partout où je pouvais. D'essayer donc, en me précisant que j'allais trouver ma méthode si c'était le moment. Vous n'aimez pas mettre des étiquettes sur ce que vous pratiquez, mais vous y êtes allé fort en titrant votre livre « Confession d'une sorcière ». Avec ce terme en plein boom, ne craignez-vous pas de ne pas être prise au sérieux? Ou vous percevez-vous telle une sourcière qui va puiser l'énergie à la source? Il y a une part de provocation dans ce titre. Dans le livre, vous avez dû sentir qu'il est important pour moi de ne pas me prendre trop au sérieux. Au-delà de cette touche de dérision, c'est sérieux, car ce terme a du sens à mes yeux. La sorcière, comme vous dites, est celle qui va aller chercher à la source. Il y a aussi tout l'historique derrière. Concernant le boom actuel, je suis partagée. Je m'associerais volontiers à l'élan féministe de ce courant. Mais il y a aussi beaucoup de dérives. Quoi qu'il en soit, c'est un joli mot. Est-ce que toutes les sorcières sont des magnétiseuses, puisque c'est ce métier que vous affichez sur votre site? Magnétiseuse, je ne sais pas. Mais selon ma vision, une sorcière est forcément une guérisseuse. Elle peut être guérisseuse par les plantes, ce que je ne suis pas, et je le regrette, ou travailler avec l'énergie, avec la magie, d'une certaine manière. Elle peut aussi œuvrer avec le côté psychologique. Je trouve cette idée-là très sympa. Vous êtes intervenu comme clown à l'hôpital. Qu'est-ce que le clown apporte à la magnétiseuse? La formation de clown relationnel m'a permis d'aller plus vite dans ma pratique de magnétiseuse. Le clown m'a appris le lâcher-prise, l'acceptation des émotions, le fait de laisser le mental au porte-manteau, d'accepter surtout de me laisser traverser et d'accueillir ce qui arrive. En l'occurrence, les ressentis, les perceptions, les visions. Cela m'a aussi enseigné l'art de commencer et terminer les séances. Pour entrer dans l'état de clown, on se maquille, on se costume. Bon, ce n'est pas le cas en séance. Ça pourrait être bien remarqué. Un nez rouge avec une verrue pour la sorcière. Néanmoins, j'ai un cérémonial pour entrer dans cet état de canal où je deviens l'instrument de quelque chose ou de quelqu'un, selon les croyances ou convictions, pour faire circuler cette énergie et transmettre des messages. Est-ce un cérémonial arrêté ou change-t-il au gré des séances? Il évolue sans arrêt, bien que certains rituels se répètent. En début de séance, j'appelle ma Dream Team. Dès le départ, j'ai eu d'instinct le besoin d'appeler celles et ceux qui pouvaient m'aider. Plus mes séances se multiplient, plus cette Dream Team s'agrandit. Apparemment, ce n'est pas banal. En général, les sorciers ont un ou deux guides présents en permanence. En outre, je n'ai pas la sensation d'avoir de guide à proprement parler. Durant les séances, ce sont eux qui font ce qu'ils ont à faire. Ils guident mes mains, en effet, mais ce sont davantage comme des compagnons, même si certains m'impressionnent un peu. À quoi ressemble cette Dream Team à géométrie variable? Mes guides sont multiples. Et ils viennent un peu quand ça leur chante, même s'ils ont toujours répondu présent quand j'avais besoin d'eux. Sinon, au début dans ma Dream Team, il y avait mon père, mes anges, ou mes invisibles si vous préférez, des sorciers et des chamans. Puis, un jour est arrivé un rouge-gorge, et il est resté. J'avais enterré un rouge-gorge trouvé mort dans le jardin de ma mère, et le lendemain, il a débarqué lors de l'appel. Par la suite, d'autres animaux sont venus enrichir mon bestiaire. Ils ne viennent pas tous pour tous les consultants. Cela dépend des gens et peut-être aussi des pathologies. Vous insistez sur le fait que vous n'avez pas de baguette magique, mais avez-vous accès au sens des maladies dans ce que vous percevez? Je ne me sens ni légitime ni capable de faire un diagnostic, mais je peux avoir des pistes. Comme je ressens autant les douleurs physiques que les douleurs émotionnelles de mes consultants, il m'arrive de percevoir que ces deux versants sont liés. Je peux donc orienter les gens vers ces douleurs émotionnelles, qui me semblent aussi importantes à gérer dans leur processus de guérison. Un témoignage m'a marqué.
Lors de votre première séance, vous soignez une amie qui souffre d'un zona et vous avez accès à ses peurs. Oui, mon cœur palpite, ma respiration s'accélère et je comprends vite que ce ne sont pas mes peurs, mais les siennes. Je préviens d'ailleurs toujours les consultants parce que certains ne veulent absolument pas entendre parler de leurs émotions. Ils veulent juste guérir de leur pathologie. Mais la grande majorité des consultants y sont ouverts. Vous citez le romancier Dean Koontz qui écrit dans Regard oblique « Je ne marche pas en vrai dans un autre endroit, je marche seulement dans l'idée d'un autre endroit. Ils sont tous ici maintenant. » Faites-vous le lien avec le fait de pouvoir soigner à distance? Dans mon esprit, cela évoque la façon dont je passe d'un monde à un autre. Je trouve ça très étrange. Quand je rentre en séance, j'entre dans un monde parallèle, mais qui est quand même là, parce que je suis pleinement présente et consciente. Mais en même temps, je suis ailleurs. Je ne sais pas si ce sont d'autres mondes, mais en tout cas, ce sont des énergies différentes qui peuvent être en parallèle. Vous interrogez l'explosion des approches alternatives capables du meilleur comme du pire. Quel garde-fou conseilleriez-vous? Quel que soit le praticien que vous consultez, gardez à l'esprit qu'il n'a pas la parole d'Évangile. Le consultant est acteur de sa guérison. En tant que magnétiseur, chaman, etc., vous pouvez avoir des ressentis comme je l'ai partagé, mais il faut être extrêmement vigilant quant à l'interprétation, qui peut être faussée, tronquée. On peut se tromper. J'ai ainsi reçu une adolescente. Dans mon ressenti, elle recevait des coups. Si j'avais fait une interprétation d'entrée de jeu, j'aurais dit qu'elle était battue. Finalement, il s'est avéré qu'elle avait l'impression de recevoir des coups quand elle était au milieu de ses parents qui se chamaillaient. C'était une métaphore, mais je ressentais les coups physiquement. Je dis ça parce que dans la vague actuelle de dénonciation d'abus, de plus en plus de femmes viennent me voir et me demandent, gênées, si je ressens quelque chose au niveau de leur sphère sexuelle, parce que d'autres praticiens leur ont dit qu'elles avaient été potentiellement abusées. Prudence. En tant que consultant, il faut toujours faire confiance à ses propres ressentis. Si ce que vous partage un praticien ne résonne pas en vous, laissez filer. Du parasitage énergétique à la régénération. Quelle est notre structure énergétique? Qu'est-ce qui peut la parasiter? Comment se régénérer? Pourquoi faire appel à un magnétiseur? Mieux appréhender notre magnétisme, allume notre feu sacré. Par Karine Anselme. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration, suggérait le célèbre scientifique Nikola Tesla. L'énergie constitue la base même de la vie, un carburant universel. Nous savons grâce à la science que notre corps est constitué d'atomes qui, eux-mêmes, ne sont formés que de 0,001% de matière. Pour le reste, ce qui semble être du vide est en réalité de l'énergie. Nous comprenons alors l'impact considérable que l'énergie a sur nous, sur notre santé, et pourquoi il est primordial de la préserver. Observe le magnétiseur et énergéticien Fabrice Ruiz, auteur de « Tout est énergie ». La partition énergétique. Diverses cultures ont compris de longue date l'importance de l'énergie vitale, lui attribuant des noms différents. Chi en Chine, Ki au Japon, Prana en Inde, Mana en Polynésie. Si l'on se penche sur notre structure énergétique, notre constitution ne s'arrêterait pas à notre enveloppe matérielle. Selon tradition et praticiens, nous serions aussi formés d'autres corps faits d'énergie plus subtile, qui se trouvent à la fois dans notre corps physique, à l'image des chakras et des méridiens, et qui débordent celui-ci.
Cette énergie qui nous entoure serait répartie en 7 corps énergétiques qui, en partant du corps physique pour aller vers le corps spirituel, envelopperaient celui-ci en couches successives, telles des poupées russes, formant une sorte de halo, l'aura. Nous pouvons considérer que chaque corps, étant d'une nature vibratoire différente, se trouve situé dans un espace-temps propre, dans une dimension différente. L'être humain serait ainsi le trait d'union entre ces différents mondes, ce qui explique certains tiraillements. Il devient simple alors de comprendre que ces corps subtils peuvent quelquefois être perturbés par des entités ou énergies provenant de dimensions fort éloignées de notre univers connu. Analyse le médecin Luc Bodin, qui consacre nombre d'ouvrages aux soins énergétiques. Passeur d'énergie. Parmi les professionnels de santé qui veillent à notre équilibre énergétique, le magnétiseur a développé souvent suite à un choc de vie sa capacité à percevoir les énergies subtiles, lui permettant de manipuler non seulement son propre fluide vital, mais également les énergies qui l'entourent. Sa mission consiste à identifier chez les êtres vivants les déséquilibres énergétiques susceptibles d'engendrer des troubles physiques et mentaux, explique Fabrice Ruiz. Il se sert principalement de ses mains pour manœuvrer les énergies à l'aide de techniques spécifiques appelées passes. Les mains étant des chakras secondaires, elles facilitent la transmission du fluide d'un individu à un autre, précise Fabrice Ruiz. Notez que les magnétiseurs peuvent aussi recourir à la radiesthésie en utilisant un pendule et que la plupart d'entre eux sont également coupeurs de feu. Le rôle d'un magnétiseur est de canaliser et de transférer les énergies pour rééquilibrer celles d'une personne sur une zone spécifique. Il élimine les énergies usées en un point et y transfère une énergie nouvelle qui stimule la capacité d'auto-guérison du corps, synthétise Fabrice Ruiz. Ce faisant, les séances de magnétisme peuvent apporter un soulagement à un large éventail de problématiques physiques et émotionnelles. Les magnétiseurs ne sont pas les seuls accordeurs de nos énergies. Parmi ceux-ci, on compte les énergéticiens, acupuncteurs, praticiens en Reiki, mais aussi chamans et géobiologues. Parasite anonyme. Incognito, il nous coloniserait sans vergogne, pomperait notre énergie, entretiendrait nos ombres, nos maux du corps et de l'âme, et s'en nourrirait dans un cercle vicieux infernal. Ils, ce sont les parasites énergétiques, autres que les vampires énergétiques, ces relations toxiques qui peuvent aussi être des draineuses d'énergie. Leur plus grande force n'est peut-être pas cette capacité qu'ils ont de nous parasiter, mais d'avoir réussi à devenir inconnus, en plus d'être invisibles. En effet, nous et notre médecine occidentale moderne ignorons tous deux jusqu'à leur existence même. On ne les prend pas en compte parce que depuis notre point de vue matérialiste, on les assimile tout au plus à de vieilles croyances moyenâgeuses ou à des mythes archaïques. On favorise ainsi leur prolifération. Comme soulignait Baudelaire, la plus grande force du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas, confie Benoît Cholet, qui dédie un ouvrage majeur aux parasites énergétiques. Après avoir découvert le chamanisme il y a 25 ans au Mexique, Benoît Cholet a suivi les enseignements des hommes et femmes médecines de tradition chamanique. Le chamanisme a précisément une connaissance millénaire de ces entités parasites et met en œuvre des pratiques de nettoyage des différentes couches du corps énergétique via l'extraction chamanique. Mais d'autres approches, telles que le magnétisme et l'énergétique, purgent aussi à leur manière ces énergies perverses. Si l'on connaît bien certaines sources de perturbations énergétiques, alimentation déséquilibrée, champs électromagnétiques, veines d'eau, loyauté transgénérationnelle, blessures karmiques, il est important de s'attarder sur ces parasites qui pourraient nuire à notre santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, d'autant que notre méconnaissance leur profite. Des entités insatiables. D'un point de vue chamanique, mais avec un vocabulaire...
Fermeriez-vous un très bon livre sans l'avoir terminé? Sachez que vous n'avez écouté qu'un tiers du podcast intégral. Si cette thématique vous plaît, suivez votre petite voix intérieure et abonnez-vous à Inexploré Digital pour retrouver le dossier audio complet de ce magazine. Et surtout, des milliers d'articles, de dossiers, de podcasts sur notre plateforme ou notre application, sans aucune publicité. Voyagez ainsi à la croisée des mondes, entre science et spiritualité, entre visible et invisible, avec Inexploré.